Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de l'Ombre. Ici, vous y trouverez des extraits d'horreur comme des vidéos qui traitent des événements historiques, en espérant que ces vidéos vous inciteront à rester jusqu'à la fin et que ces sujets vous passionneront comme cela me passionne. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 événements historiques qui sont tombés dans l'oubli, dont les archives ne sont pas prêtes à refaire surface. Je vous retrouve donc tout de suite après l'introduction. S'il est des êtres que le monde entier considère comme le symbole de liberté, ce sont bien les tziganes. Peut-on concevoir qu'ils la perdent? Ce fut pourtant ce qui leur advient dans les principautés roumaines de Moldavie et de Valachie, en attendant les camps nazis. Bucarest, 1834. Une place, il n'y a pas foule. Juste un attroupement devant un chariot à buffles. Les promeneurs pressent le pas et baissent les yeux pour ne pas voir les hommes et les femmes qui déchirent leurs habits en signe de douleur. Enchevelés, le teint de bronze, ce sont les tziganes. Mais on ne peut échapper aux supplications des mères à qui on arrache leurs enfants, aux sanglots et aux cris d'épouvante, aux malédictions, aux sifflements des fouets empêchant la résistance de ces esclaves. Mais que s'est-il passé pour que ces tziganes en arrivent là? Tout débute lorsque l'ancien prince de Valachie, Barbu Stirbé, veut reconstruire son palais. Seulement, il est en manque d'argent. Alors, il fait vendre la totalité de ses esclaves, afin de liquider tout le stock. Le banquier Oprano en prendra pour 20 000 ducats. Or, un mâle vaut 15 ducats, une femelle 12, c'est comme cela qu'il s'exprimait. Et pour les moins de 16 ans, le prix était divisé par 2. C'est ainsi que cette abomination dura plus de 500 ans. Comment ces champions de la liberté l'avaient-ils si absolument et désespérément perdu? Ravagés par des guerres incessantes et une famine affreuse, ils se seraient eux-mêmes vendus à des boïards, ce qui signifie noble en Russie. Au tiers du XIXe siècle, le Code civil spécifie les tziganes venus de l'étranger qui appartiennent de droit au gouvernement. Ainsi, les esclaves de Roumanie au XIXe siècle sont les plus souvent les descendants de ceux qui furent capturés 3 ou 4 siècles avant. La plupart appartiennent à l'État et sont au service du prince. Ils jouent de la grande musique et aussi du folklore sur des instruments locaux, kobza, flûte de pan, tambourin, ce sont des virtuoses du violon. Les esclaves sont répartis en 3 classes, ceux de l'État, ceux de l'Église et ceux des particuliers. Nomades, les premiers exercent les métiers artisanaux les plus divers, du forgeron au montreur d'ours. Ils versent 300 piastres chaque année à leurs propriétaires. À cela, ils doivent rajouter un 10e de leur salaire et leur doivent 6 jours de corvée. Ils vivent sous une tente et portent leurs biens sur une charrette. Le Z de tzigane fut inventé en 1878 pour faire hongrois. Leur langue, le romanès, et sa variante, le manouche, est proche du sanskrit et de l'hindi. La conquête ottomane en incite une partie à fuir vers des régions plus pacifiques. En 1416, ils sont en Hongrie. En 1418, en Allemagne et en Suisse. En 1419, dans les Dombes et en Provence. En 1421, à Bruges et à Paris en août 1427. Le 25 septembre 1848, les révolutionnaires roumains déchirent symboliquement le règlement qui avait entériné la pratique de l'esclavage. Le règlement sera restauré
peu de temps après, et ce n'est qu'en 1856 que l'esclavage sera définitivement aboli. Passons maintenant au deuxième événement historique. Au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, l'éducation de l'enfant des classes bourgeoises ou aristocrates suit toujours à peu près le même rituel, ponctué par 3 phases différentes. Dans ces 3 phases, nous avons la mise en nourrice, le retour à la maison, puis le départ en couvent ou en pension. Tout au plus, l'enfant vivra en moyenne 5 ou 6 ans sous le toit paternel, ce qui ne signifie aucunement qu'il vivra avec ses parents. À peine sorti de ses entrailles maternelles, le nouveau-né est remis à une nourrice. Les témoignages sont nombreux sur cette coutume qui veut que l'enfant disparaisse rapidement de la vue de ses parents. Plusieurs méthodes sont pratiquées pour leur trouver une nourrice. Dans les grandes familles, les parents choisissent la nourrice avec l'aide d'un médecin. Pour ce faire, ils sélectionnent celle qui paraît la plus saine et d'un bon tempérament. Elle ne doit ni être grasse, ni maigre, il faut qu'elle soit gaie, éveillée, jolie, sobre, douce. Une autre méthode consiste à parcourir les marchés et les rues pour arrêter la première paysanne sans examen de santé ou de son lait, sans même être sûr qu'elle en a. Les plus pauvres d'entre eux commencent par subir l'épreuve cruelle du voyage qui doit les mener à la campagne. Selon le médecin Buchan, on les entasse dans les charrettes à peine couvertes où ils sont en si grand nombre que les malheureuses nourrices sont obligées de les suivre à pied. Exposées au froid, au chaud, au vent et à la pluie. Les enfants les plus fragiles ne résistent pas à un tel traitement et souvent les meneurs les ramenaient morts à leurs parents quelques jours après leur départ. Monsieur Garden, lieutenant de police de Lyon, rapporte quelques anecdotes qui figurent dans les rapports de police, dont celle d'une nourrice qui emporte 6 enfants dans une petite voiture. Celle-ci s'endort et ne s'aperçoit pas que des enfants tombent et meurent écrasés par la roue. Ou bien celle d'un meneur chargé de 7 nourrissons, il en perd un et ne saura jamais ce qu'il est devenu. La société se montrait si indifférente qu'il faudra attendre 1773 pour que la police ordonne plus de sécurité dans les voitures. En plus de s'occuper des enfants, les nourrices devaient travailler au champ, à la sueur de leur front et passant la plus grande partie de leur journée éloignée de leur chaumière. Pendant ce temps, l'enfant est absolument abandonné à lui-même. Noyé dans ses excréments, privé de tout mouvement et dévoré par les moustiques. Les nourrices sont parfois malades, affaiblies car mal nourries, quelquefois galeuses ou porteuses de scorbut. Leur maladie altère le lait et contamine le bébé. Il ne faut pas oublier qu'elles avaient leur propre bébé. Pour nourrir leurs enfants, elles mélangeaient de l'eau et du pain qu'elles mâchaient avant de leur donner. Parfois, elles leur donnent des châtaignes écrasées, un peu de truffe ou du gros pain macéré dans un petit vin aigre. Après ça, ces enfants font des convulsions et finissent par mourir. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les nourrices donnent du lait de vache dans des petites cornes trouées. L'enfant est nourri sans horaire fixe, seulement quand ça arrange la nourrice. Trop ou pas assez, de là découle une avalanche de petits maux qui peuvent être fatals. Diarrhée verte, convulsions ou obstruction et fièvre. À cette mauvaise alimentation, il faut rajouter les méthodes qui peuvent être meurtrières, comme l'utilisation de narcotiques qu'on administre à l'enfant pour le faire dormir, sirop de diacode, eau-de-vie sont d'usage courant dans les provinces méridionales. Mais quand l'alimentation n'est pas fatale au bébé, il reste la saleté et le manque d'hygiène. Certains enfants croupissaient dans leurs ordures pendant plusieurs heures, voire jours ou plus. Parfois, on leur collait les bras contre la poitrine et on passait une large bande blanche sous les aisselles. On repliait le linge et bande entre les cuisses et on enfermait le tout par une bande circulaire, que l'on serrait au maximum des pieds au cou. Les résultats de ce pactage étaient des plus mauvais. Cela empêchait urine et excréments de s'éloigner du corps, d'où la formation de rougeurs et de boutons.
Elles accrochaient aussi les enfants plusieurs heures à des clous pour éviter qu'ils se fassent manger ou blesser par des animaux. Et les parents ne s'inquiétaient que très rarement du sort de leurs enfants. Il n'est donc pas exagéré de parler d'abandon maternel dans ces conditions. Et même en grandissant, les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Ils faisaient leurs études chez des amis ou voisins. Le nombre de pensionnaires augmente jusqu'en 1789 et se stabilisa aux alentours de 1825. Aujourd'hui, sauf exception, la mise en pension constitue un constat d'échec de la part des parents. On remet à d'autres la charge qu'on ne peut assumer. Au XVIIIe siècle, on n'essaie même pas de l'assumer. On pouvait se débarrasser de ses enfants en invoquant les meilleurs motifs intellectuels et moraux. C'est pour le bien des enfants, disait-il. On peut faire figure de parents exemplaires, et cela à bon marché et au bénéfice de sa tranquillité. Passons maintenant au dernier événement. Les nains ont eu depuis les temps les plus reculés dans toutes les cours du monde des places de prédilection. En Asie, en Orient, en Europe, en Égypte durant l'Antiquité existait un marché aux nains, approvisionnant toutes les cours d'Asie et d'Orient. Chez les Grecs, on les élimina pour préserver la qualité de la race, comme Hitler le fera pour une raison identique. Chez les Romains, on les tuera d'abord pour mauvais augure. Puis, amateurs de spectacle, ils firent combattre dans les arènes contre les Amazones. Les femmes romaines usèrent et abusèrent d'eux dans les jeux érotiques. Même les papes en possédaient plusieurs. En Espagne, certains seront attachés aux enfants royaux, alors qu'une multitude d'autres auront des emplois au palais. Jusqu'au début du XIXe siècle, les nains connurent un engouement si extraordinaire. La nature ne suffirait plus à satisfaire ceux qui voulaient en posséder, ou ceux qui désiraient les contempler dans les foires ou à domicile. Ils étaient amenés dans des boîtes, comme cela se pratiquait. Certaines fonctions leur étaient réservées. À la chasse, ils tenaient les chiens en laisse ou les chevaux par la bride. Ils étaient présents dans toutes les fêtes, figurés dans les cortèges et dans les festins. Le nain le plus brillant de toute la cour italienne fut sans doute Berthold, né au VIe siècle près de Vérone. Sa famille était pauvre. Pour leur éviter une charge supplémentaire, il se rendit à Pavie. En arrivant au palais, un soir d'hiver, pendant que les courtisans rassemblés autour du roi dînaient. Son apparition s'accompagna d'un profond silence, mais très vite la cour entière éclata de rire. Les dames lui jetant de la nourriture, les hommes lâchant leurs chiens pour le faire courir. Berthold s'écria « Je croyais que le roi serait moins stupide ». Celui-ci ordonna qu'il soit pendu pour son audace. Le nain accepta la sentence, demandant comme ultime faveur la permission de choisir lui-même l'arbre à laquelle il devrait être pendu. Le roi accepta. Le soir, le capitaine des gardes lui fit savoir que le condamné avait choisi une pousse de sapin de 30 cm. Le roi décida de garder Berthold comme bouffon. Quelques années plus tard, le nain deviendra Premier ministre. La reine le détestait et tenta plusieurs fois de le faire assassiner. Elle acheta même des molosses spécialement dressés à l'attaque pour s'en débarrasser. Mais Berthold avait toujours un coup d'avance. Lorsque les chiens le poursuivaient, il lâcha des lapins. Les chiens firent poursuivre les lapins au lieu du nain. Une autre fois, la reine demanda à ses dames de le battre à mort avec des cannes. Berthold les vit entrer dans la chambre et comprit immédiatement ce qu'elles allaient faire. Alors il crie « Ah ! Je vois que la femme que j'ai trouvée hier dans le lit du roi va me frapper la première. » Alors aucune n'osa lever sa canne et il en profita pour s'éloigner. Non mais n'importe quoi, pirate. Un autre nain, Nicolas Ferry, né à Plaine, dans les principautés de Salines. Ses parents, normalement constitués durant pour le baptême, le portaient à l'église dans une assiette remplie de filasse. Un sabot également rempli de filasse lui servait de berceau. On lui faisait téter une chèvre, sa bouche était si petite qu'il avait du mal à saisir le mamelon. Au cours d'une promenade à la campagne, il entra dans un pré dont l'herbe était plus haute que lui. On les crut perdus.
et lui-même pensa s'être égaré pour toujours. Jusqu'à 15 ans, il fut agréablement proportionné avec une séduisante petite figure, un nez aquilin, bien fait, des yeux bruns, des cheveux blonds. Mais sa santé se dégrade au fil des années. Le 9 juin 1764, âgé de 23 ans, haut de 33 pouces, il quitta ce monde. Son squelette, comparable à celui d'un enfant de 4 ans, fut envoyé au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Certains nains étaient de bons musiciens, mais ils savaient que ce serait le nain que les gens viennent voir et non l'artiste même. Une autre histoire, celui du nain Geffrey, se retrouva prisonnier des pirates. Après quoi, il fut vendu comme esclave sur un marché d'Afrique du Nord. Il y fut retenu assez longtemps, jusqu'à ce que la reine le rachetât et le fasse revenir auprès d'elle. Le destin de ces nains était le plus souvent dramatique. La plupart mouraient en prison, et s'ils ne servaient pas d'esclaves ou de bêtes de foire, personne ne s'en inquiétait. Voilà, premier essai donc, premier essai tenté. Voilà.